elle deviendra une légende. Pour elle, on invente le terme « monstre sacré ». Elle était la divine. Elle a réinventé le théâtre. Victor Hugo l'appelait la voix d'or. Elle est le premier phénomène mondial. Elle a performé devant des dizaines de millions de spectateurs éblouis. Elle est une légende. Vous savez, je fus quand même Sarah Bernard. Épisode 10. Elle fut quand même Sarah Bernard. Aujourd'hui que je descends l'autre versant de la colline de la vie, je regarde gaiement tous les piédestaux sur lesquels j'ai été élevé. Il y en a eu tant et tant que leurs morceaux, brisés par les mains sicambres qui les avaient dressés, me font un pilier solide, sur lequel je me tiens heureuse de ce qui fut, attentive à ce qui sera. Lorsqu'elle revient de sa 4e et dernière tournée d'adieu en Amérique, Sarah Bernard sait que c'était sûrement la dernière fois qu'elle voyait le continent. Le navire qui devait m'emporter vers d'autres espérances, d'autres sensations, d'autres succès, s'appelait l'Amérique. C'était le bateau maudit, le bateau hanté par les gnomes. Tous les malheurs, tous les accidents, toutes les tempêtes avaient été son lot. La foule s'était amassée sous les fenêtres d'Albemarle Hôtel, et je dus sortir plusieurs fois sur le balcon pour saluer et remercier le public, qu'on m'avait annoncé comme froid en général et comme très prévenu contre moi en particulier. Elle se souvient de sa première visite en 1880, il y a presque 40 ans. Jamais elle se serait doutée qu'elle y retournerait près d'une dizaine de fois, toujours en triomphant. Des centaines de souvenirs lui reviennent, Monsieur Jarrett, celui qui lui a permis d'aller en Amérique pour la première fois, qui fut ensuite son manager à l'étranger pendant des années. Il y avait 22 degrés au-dessous de zéro. Je murmurai tout bas à Jarrett. « Continuons notre route, je me sens devenir glaçon. Dans 10 minutes, je ne pourrai plus faire un pas. » Mais la gare était encore loin. La foule grossissait, et à un moment donné, je me sentis défaillir. Je repris cependant mon courage, me tenant, ou plutôt me cramponnant aux bras de Jarrett et d'Abeille. Le tristement célèbre accident de la baleine, ce mammifère qui s'était échoué sur les rives de Boston et qui supposément attendait la visite de la plus célèbre actrice du monde pour vivre son dernier souffle. Une toute jeune fille sauta au cou de son père. « Oh oui, papa, je vous en prie, allons-y !»« Mais, répondit-il, il faudrait demander à madame. Vous plaît-il, madame, que nous soyons des vôtres demain pour aller voir la baleine ?»« Mais, monsieur, je ne sais pas de quoi il s'agit. Voilà un quart d'heure que ce reporter et ce bizarre homme parlent de baleine et déclarent avec autorité que je dois lui rendre visite. Ces deux messieurs ont pris ma voiture d'assaut pour aller avec moi dans un endroit que j'ignore, pour rendre visite à une baleine qu'on doit me présenter et qui m'attend avec impatience pour mourir en paix. Je ne sais pas de quoi il s'agit. À chacune de ses visites, elle a vu les États-Unis changer. À sa première tournée, la Statue de la Liberté était qu'un fantasme dans la tête de quelques Américains ambitieux.
En 1918, quand elle quitte pour la dernière fois New York, elle salue cette immense construction déjà aussi connue qu'elle. En 1880, le cinéma n'était même pas un sujet. Les premières images enregistrées sur caméra verraient le jour seulement 11 ans plus tard. Qui aurait pu prédire qu'en 1900, Sarah serait la première actrice professionnelle de théâtre à tourner dans un film? Qui aurait pu dire qu'elle serait l'actrice principale d'un film à succès, Mère française, en pleine Première Guerre mondiale? Tant de souvenirs de paysages transformés par l'urbanisme lui reviennent en tête. Des souvenirs qui la laissent heureuse, mais aussi nostalgique et certainement un peu triste. La guerre était déclarée, et je hais la guerre. Elle m'exaspère, me fait frissonner de la tête aux pieds. Et voilà les jours mauvais, Paris sans fièvre. L'armée ennemie tenait Paris enserré dans son étreinte chaque jour plus étroite. Et les pauvres soldats qui tombaient s'endormaient doucement du sommeil éternel. Je ne puis évoquer ces heures terribles sans une profonde émotion. Le siège de Paris de 1870, le théâtre de l'Odéon, son préféré, qu'elle transforme en hôpital militaire, les bombes qui tombent près de l'édifice le faisant vibrer, la peur de voir tout s'écrouler, la vision des centaines de blessés soigner la hante, les cadavres entassés sur le plateau de Châtillon. Trop d'hommes à sauver, elle est impuissante, elle ne pourra pas tous les sauver. On continuait à bombarder Paris. Une nuit, les frères de l'école chrétienne vinrent réclamer des bras et des voitures pour ramasser les morts sur le plateau de Châtillon. Ah, l'horrible et dantesque souvenir. La nuit était glaciale. Nous avancions avec peine. Il fallait s'avancer lentement car on heurtait à chaque pas des mourants ou des morts. Et nous passions en murmurant « Ambulance ! Ambulance ! Ambulance ! Ambulance !» Je ne sentais plus aucun souffle. Je me laissais aller à mon désespoir. Je poussai un tel cri que tout le monde accourut. Mais je ne pouvais répondre. Je bousculais tout, descendant l'escalier, faisant signe qu'on me suive, articulant des mots. Brancard, petit, pharmacien, l'horreur! L'horreur! Quand nous arrivâmes près de l'enfant, toute sa poitrine, sa pauvre petite figure rouge et pouponne était dépouillée de leur chair. Plus d'yeux, plus de nez, plus de bouche. Rien! Rien que des cheveux au bout d'une loque sanglante, à 1 mètre de sa tête. On eût dit que 2 pattes de tigre avaient ouvert le ventre et dépiauté avec rage et raffinement le pauvre petit squelette. La fin du siège en 1871, la réouverture des théâtres, la reprise de la vie dans un Paris changé, brûlé, violé, mais tellement fort qu'elle renaît de ses cendres. Elle croyait ne plus jamais revivre une telle guerre, mais non, en 1914, le premier conflit mondial éclate. Elle est révoltée. Les hommes ne comprendront jamais. À 74 ans, elle n'a plus l'énergie qu'elle avait à ses 20 ans. C'est tout à fait normal. Elle ne peut plus enchaîner les soirs de performance. 10 représentations par semaine, ce serait un suicide. Sarah le sait, son amputation l'empêche de performer aussi majestueusement qu'elle le faisait. Elle ne peut plus se déplacer. Elle est condamnée à faire qu'1 ou 2 pas par acte, à être assise ou à s'appuyer sur le décor. Elle ne peut plus vivre l'hystérie des derniers moments de Marguerite Gauthier dans La Dame aux camélias. Elle ne peut plus danser quelques secondes, retrouver toute l'énergie du monde avant de mourir dans les bras de son amour quasi impossible. Quand le rideau se lève, c'est une Marguerite Gauthier, toujours aussi belle, mais couchée dans son lit, attendant la mort qui se présente au public.
Sarah n'est plus en mesure de tenir toute une soirée. Pour un spectacle de 4 actes de 4 pièces différentes, elle apparaît que 2 fois. Tout a bien changé. Sarah Bernard pourrait arrêter. Elle aurait pu il y a déjà longtemps. Sa première tournée d'adieu a été faite en 1905. On disait que c'était l'ultime tournée de la femme la plus célèbre au monde. 3 fois, elle était revenue à l'international. Arrêter n'est pourtant pas une option pour la Française. Elle attire toujours les foules, crée des émeutes et surtout, elle a le désir de continuer. Elle va performer jusqu'à la mort, se dit-elle sûrement. Le théâtre, c'est toute sa vie. L'année 1919, Sarah la passe presque entièrement à Belle-Île, près de sa famille. Elle se repose, elle doit se reposer. En 1920, elle revient à Paris. Les offres s'empilent sur son bureau, les scénarios envoyés par des jeunes auteurs s'entassent dans le coin de sa loge. En les regardant, Sarah se dit « À une époque, j'aurais tout lu, tout mis en scène et tout joué. » Sarah apparaît parfois dans un seul acte lors d'une soirée. Au moment des salutations, des remerciements et des ovations qui n'en finissent plus, elle se tient debout, digne comme une reine devant ses fidèles admirateurs. Jamais elle ne remerciera le public assise. Ce serait leur manquer de respect après tant d'années d'amour. La presse, elle, croit que la fin est pour bientôt. Elle donnera sa dernière performance prochainement. Coup de théâtre. En octobre 1920, Sarah convoque les journalistes à son théâtre. Elle annonce qu'elle jouera dans une nouvelle pièce, Daniel, de Louis Verneuil, son petit-fils par alliance. Sarah jouera le rôle-titre. Un homme dans la soixantaine très malade, qui ne peut plus marcher. Assis dans son fauteuil, il porte toujours une couverture pour réchauffer ses jambes. L'handicap de l'actrice ne paraîtra pas trop de cette façon. L'actrice apparaîtra dans les 2 derniers actes. Elle créera ainsi l'attente pendant les 2 premiers. Elle aime créer cette attente folle où le public se demande quand et comment elle arrivera. Pour la première fois en 6 ans et demi, depuis le début de la Première Guerre mondiale, Sarah Bernard apparaîtra sur la scène parisienne. La première aura lieu le 6 novembre 1920. Plus de 2000 personnes se précipitent au théâtre Sarah Bernard en cette froide soirée de novembre. Dans le hall d'entrée, à travers les tableaux immenses de l'actrice dans ses rôles marquants, on entend des « Vous savez, la première fois que j'ai vu Sarah Bernard, c'était en 1868. Non, en 1867. » Et des « J'ai assisté à toutes ces pièces. Jamais je n'ai été déçu. Elle a réinventé le théâtre français. » Dans les loges, habituellement, on y trouve 6 personnes. Ce soir de novembre 1920, on compte 12 personnes entassées dans ces loges. À l'entrée de la salle, des places debout ont dû être vendues afin de combler la demande. La salle et le théâtre est rempli à craquer et l'excitation est palpable chez le public. Tous n'ont qu'une hâte, voir apparaître la divine, la légende vivante, le monstre sacré, Sarah Bernard. Dans sa loge, Sarah se prépare pendant que les 2 premiers actes se passent à merveille. Aux entr'actes, on ne parle pas de la pièce, on parle que de Bernard alors qu'elle n'est même pas apparue sur scène encore. L'actrice répète ses dernières lignes avant de s'installer dans son fauteuil roulant, puis les coups annonçant la reprise de Daniel se font entendre. Le rideau se lève. Sarah est seule sur scène, la tête baissée. Dans sa chemise blanche immaculée, recouverte par une robe de chambre de velours clair, sur ses jambes, une lourde couverture foncée a été posée, elle est là, assise dans sa chaise roulante, comme une apparition mystique. Quelques secondes après la levée du rideau, Sarah relève la tête et regarde le public droit dans les yeux. Il n'en fallait pas plus. En moins d'1 seconde, le théâtre où régnait un silence funèbre est envahi par les applaudissements assourdissants. Toute la salle est debout pour accueillir Sarah Bernard. Dans le public, certains pleurent devant cette apparition qui est presque mystique. Sarah se redresse. Debout, s'appuyant sur sa chaise et un bureau tout près, elle remercie le public. Elle ne peut pas parler, l'excitation et la joie de retrouver la scène dans son théâtre la rendent muette. 10 minutes plus tard, elle retrouve le confort de sa chaise et dans le plus pur des silences, elle prononce ses premières lignes.
L'avant-dernier acte commence. Il passe à la vitesse de l'éclair. Le rideau retombe, puis, sous les acclamations de la foule, se relève presque immédiatement. L'actrice est là, debout appuyée sur un autre acteur. La scène est enterrée par des centaines de bouquets de fleurs. 15 minutes plus tard, on fait retomber le rideau pendant près d'un quart d'heure. Tous les employés du théâtre s'affairent à ramasser les bouquets. Dans sa loge, Sarah se dépêche à être prête pour le dernier acte, la mort de Daniel, son personnage. L'acte est très court, à peine 20 minutes. N'importe quelle autre actrice aurait été critiquée sévèrement pour apparaître aussi peu dans l'acte final. Pas Bernard. Elle est ovationnée, encore une fois. C'est incompréhensible. Des centaines de bouquets sont à nouveau lancés sur la scène. Au bout de 30 minutes d'applaudissements, durant lesquels personne ne semble vouloir partir, Sarah fait signe de descendre le rideau. Une fois cachée derrière, elle s'effondre. L'émotion a été trop grande pour l'actrice de 76 ans. Une fois ses esprits retrouvés, elle fait relever le rideau une dernière fois avant de rentrer chez elle. Pendant 5 mois, on ne parle que de Sarah Bernard dans la presse. Elle éclipse tous ses collègues. En avril, après des mois de triomphe contre l'avis de ses médecins, elle part 2 semaines pour Londres performer Daniel. Pendant son séjour, on lui dédie une journée. Les Anglais ont congé, c'est la journée Sarah Bernard. Pendant tout un après-midi, la Française serre les mains de plus de 2500 dignitaires anglais, venus lui dire un mot gentil. La féliciter pour sa carrière la plus longue et triomphante de l'histoire. Ce fut ensuite le tour de dizaines de poètes venus lui lire quelques vers écrits uniquement pour elle. Mais ce genre d'événement rend très mal à l'aise Sarah. Elle n'aime pas les hommages élégants où tout est prévu à la seconde même. Elle préfère les petits hommages, les mots doux que des passants lui transmettent dans la rue. Elle fait savoir aux organisateurs qu'elle veut partir. Elle est fatiguée, elle veut être en forme pour sa performance du lendemain. C'est impossible, lui dit l'organisateur en chef. Trop de personnes attendent pour la rencontrer. Déplu par cette réponse, elle lui lance un regard glacial avant de lui sourire sarcastiquement. Elle accepte de rester quelques heures de plus. 2 minutes après lui avoir souri, elle regarde Maurice, lui fait un clin d'œil et fait semblant de s'évanouir. On s'agite autour d'elle. Maurice exige qu'on la reconduise à son hôtel. Dans la voiture, à l'abri des regards, Sarah retrouve, entre guillemets, ses moyens. Elle éclate de rire et en regardant son fils, elle s'exclame « Que c'était drôle !» Le reste du séjour londonien se passe à merveille. Elle se produit dans les provinces éloignées et les petits théâtres anglais. Comme à Paris, Sarah avait manqué aux Anglais. Depuis le début de sa carrière, elle était venue presque à chaque année en Angleterre. Jamais elle avait été mal reçue. Toujours elle avait reçu des ovations. Lorsqu'elle quitte l'Angleterre, Sarah le sait, elle ne reviendra plus. C'était sa dernière fois dans ce pays qu'elle a tant aimé. Un endroit qui lui avait tant déplu pendant sa première visite. Des décennies plus tard, c'est le cœur gros qu'elle le quitte. En mai 1921, après un séjour reposant à Belle-Île, elle se rend en Espagne pour y jouer Daniel. Elle arrive à la gare centrale de Madrid le 19 mai où l'attend une foule de plus de 5000 personnes. Devant cette masse d'admirateurs énormes, la ville de Madrid avait déployé une unité spéciale de police afin de garder l'ordre. Au fur et à mesure que le train s'approche de la gare, Sarah voit des gens partout. Il y en a sur les toits des maisons, sur les trains hors service espagnols, grimpés sur les lampadaires, et il y en avait partout de ses admirateurs. Avant même que le train ne soit arrêté, on applaudit son arrivée. L'actrice croit à une manifestation contre elle tellement le vacarme est énorme. Ces gens n'ont pourtant rien contre l'actrice, au contraire. Ils sont des milliers à l'attendre impatiemment. Le train s'immobilise et tout redevient calme. Plus personne tape dans ses mains, personne n'ose prononcer un mot alors que la porte du train s'ouvre. Personne n'en sort. Au bout de quelques secondes, 2 hommes sortent avec la litière de luxe dans laquelle Sarah se fait transporter.
Le duo attend plusieurs minutes, dans le silence de la foule, mais rien ne se passe. Bernard ne sort pas du train. La foule se demande ce qui se passe. Des murmures se font entendre, lentement l'inquiétude gagne certains. Puis la Française apparaît. Sous un tonnerre d'applaudissements, elle s'assoit dans sa chaise spéciale. La foule entoure la star. Les autorités peinent à contenir l'enthousiasme des Espagnols. Quelques minutes plus tard, les autorités réussissent à tracer un mince chemin à l'actrice. C'est à ce moment que se produit l'un des événements les plus marquants de la vie de Sarah Bernhardt, un événement qui la marquera jusqu'à la fin de ses jours. Les deux hommes qui transportent Sarah n'ont pas eu le hockey des autorités afin de commencer leur route vers la voiture. Une distance relativement courte, moins de 500 mètres, sépare le train et la voiture qui transportera l'actrice à son hôtel. Les autorités donnent finalement leur accord. La sécurité est établie, Sarah peut traverser la foule sans problème. Un homme s'avance devant la star, lui fait la révérence et enlève son veston. Il le dépose aux pieds de la vedette. Des dizaines, voire une centaine d'hommes imitent ce geste. Rapidement, comme un tapis rouge, des centaines de blousons, de vestons et de chemises mènent Sarah Bernhardt à sa voiture. À son passage, les hommes et les femmes enlèvent leurs chapeaux pour saluer, dans le plus grand des respects, la divine Sarah Bernhardt. L'actrice n'arrive pas à contenir ses larmes. L'émotion est trop grande, le geste trop tendre. Pour la première fois de sa carrière, elle laisse couler ses larmes devant le public. Essuyant ses larmes, puis se cachant la bouche avec son mouchoir, Sarah salue tendrement la foule jusqu'à sa voiture. À l'intérieur, elle s'écroule pour une rare fois en pleurs. Ils ne m'ont pas oublié. Ils sont encore là. À son hôtel, Sarah retrouve ses sens et se dit que les Espagnols auront la plus grande performance qu'elle peut leur donner. Elle est impatiente de monter sur scène, d'autant plus qu'elle apprend qu'il n'y a plus un seul billet de disponible depuis plusieurs semaines. Dès l'annonce de sa venue, les théâtres avaient été envahis par les citoyens. Certains avaient mis toutes leurs économies de l'année précédente pour acheter 1 ou 2 billets. Le soir de la première, Sarah est prête avant même le début du premier acte. L'attente sera longue. Les loges royales sont pleines. Toute la royauté espagnole s'y trouve. Sarah triomphe encore et toujours. Lorsqu'elle quitte la gare de Madrid après plusieurs jours de triomphe, elle a le droit au même traitement qu'à son arrivée. Des hommes déposent leurs manteaux, faisant ainsi un long tapis jusqu'au train. Avant de disparaître dans son wagon spécial, Sarah envoie des baisers à la foule qui ne cesse de l'acclamer. On ne veut pas la laisser partir. Des personnes se retrouvent sur les rails. Les autorités doivent intervenir. De sa fenêtre, elle continue à envoyer ses baisers. L'Espagne a bien changé depuis sa première visite à la fin des années 1860. Sur un coup de tête, elle était partie à la découverte de ce pays. À cette époque, le succès théâtral était loin, inespéré même. Rien ne lui prévisageait un brillant avenir. Encore des souvenirs qui lui reviennent. La jeunesse perdue. Elle ne reviendra plus en Espagne. La vie claustrale est une vie pour tous. Qu'en soit 100, qu'en soit 1000, on vit une vie qui pour toutes est la même et unique vie. « Je ne veux pas être actrice !» m'écriai-je. « Tu ne sais pas ce que c'est ?»« Si, je sais que c'est Rachel !»« Tu connais Rachel ?»« Oui, au couvent, elle est venue un jour voir la petite Adèle Saroni et on l'a fait asseoir dans le jardin parce qu'elle ne pouvait plus respirer. Et sœur Sainte-Apolline m'a dit qu'elle faisait un métier qui la tuait. Qu'elle était actrice. Je sentais le besoin de me créer une personnalité. Ce fut le premier éveil de ma volonté. Être quelqu'un. Il y avait sur l'affiche de la comédie « Début de Mademoiselle Sarah Bernhardt ». Ce rideau qui se levait lentement, solennellement, me semblait le voile déchiré pour me laisser entrevoir mon avenir. Je m'enfermai toute la matinée et, après 1000 et 1000 discussions avec moi-même, je me décidai à envoyer ma démission à la Comédie, le 18 avril 1880. « Monsieur l'administrateur, vous m'avez forcé à jouer alors que je n'étais pas prête. Je ne pouvais me décider à paraître devant le public. Vous l'avez absolument exigé. Ce que je prévoyais est arrivé. C'est mon premier échec à la Comédie. Ce sera le dernier. Veuillez, monsieur l'administrateur, recevoir ma démission immédiate.
Sarah Bernard. Ah, ce théâtre de l'Odéon, c'est le théâtre que j'ai le plus aimé. Le passant eut un véritable triomphe, et je ne l'ai quitté qu'à regret. Tout le monde s'aimait. Le public ne cessait d'applaudir. Tout le monde était gai. Ce théâtre est un peu la continuation de l'école. Le rideau se leva 8 fois sur Agar et moi. Je quittai l'Odéon avec un très profond chagrin. J'adorais et j'adore encore ce théâtre. De retour à Paris, elle y reste quelques jours avant de retrouver Belle-Île. Elle regarde ses petits-enfants jouer, elle joue aux cartes avec ses invités triés sur le volet. Elle s'ennuie rapidement. Le travail lui manque. Elle doit recommencer avant de mourir d'ennui et de lassitude. En septembre, elle fait une dernière tournée des provinces parisiennes puis françaises. Elle joue un seul acte. Entre les changements de décor, elle se présente seule sur scène et récite des vers d'Edmond Rostand, son fidèle ami décédé en 1918. En octobre, Maurice Rostand, le fils de l'auteur de L'Aiglon, se précipite chez Sarah. Il la connaît bien. Elle a tant aimé son père. Son père l'a tant aimé. Sarah l'a vu grandir, cet enfant. Maurice Rostand lui présente l'une de ses dernières pièces, La Gloire. Il aimerait que Sarah la joue. Elle la lit rapidement, n'y trouve rien de spécial. Mais elle ne peut pas refuser de la jouer. Son affection pour Maurice Rostand et son père est trop grande. Elle accepte. Le rôle de Bernard est secondaire, voire minime, même si elle sera sur scène pour l'entièreté de la pièce. Elle est dans l'ombre, derrière un cadre, elle jouera un tableau. Une œuvre qui sera illuminée par le projecteur à 3 reprises. 3 fois, elle récitera quelques vers dramatiques, voire sinistres. Le 19 octobre 1921, Paris s'est rassemblé pour assister à cette nouvelle pièce. Une nouvelle production que le public n'aimera pas, mais les critiques, si. Certains journaux critiquent l'auteur d'avoir donné naissance au rôle le plus insignifiant de la carrière de Sarah Bernard, mais la pièce leur plaît. En novembre, la santé de Sarah est fragile. Elle est prise de violentes crises d'urémie. Elle s'épuise, n'écoute pas les médecins qui lui demandent de se reposer. Elle continue à jouer la pièce. Sa température baisse sous les 35 degrés. C'est l'hypothermie. Elle s'acharne à jouer quand même si elle peine à se tenir éveillée. À la fin du mois, elle est au plus bas. Sous une dizaine de couvertures chaudes, elle grelotte. Le foyer de sa chambre est à pleine capacité, tout le monde autour d'elle est détrempé de sueur, tandis que Sarah grelotte toujours. En fin de matinée, sa respiration chute drastiquement. Les médecins s'affolent. Sarah Bernard est au plus mal. Elle s'endort lentement. Maurice, son fils, craint qu'elle ne se réveille pas. En fin d'après-midi, l'actrice se réveille. Même si les grelottements sont toujours présents, elle dit se sentir mieux. Elle enlève une à une les couvertures qui la recouvrent, s'assoit sur son lit et demande à ce qu'on l'aide à se préparer pour aller au théâtre. Maurice et les médecins tentent de lui faire comprendre que ce n'est pas une bonne idée. Elle doit se reposer. Sarah ne leur laisse pas le temps de finir leur phrase. Elle va se rendre quand même au théâtre et y jouer. Elle enfile une robe, un châle, on la recouvre d'un immense manteau de fourrure sous lequel est dissimulée une bouillotte d'eau chaude, et on la transporte au théâtre. Dans sa loge, Sarah est épuisée, elle se prépare lentement. Pendant qu'elle retouche son maquillage, on installe des radiateurs électriques près de sa chaise pour la réchauffer. Difficilement, elle s'installe sur sa chaise derrière son cadre. Elle est enveloppée de plusieurs couvertures, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Tous croient qu'elle ne sera pas en mesure de terminer la représentation. Le rideau est prêt à retomber à tout moment, au cas où Sarah perdrait conscience. Puis elle dit son premier vers. Elle se transforme. Elle redevient la grande Sarah Bernard. Lorsque l'actrice est éclairée par le projecteur, rien ne laisse croire que quelques heures avant, les médecins craignaient pour sa vie. Ce fut le même scénario pendant plusieurs jours, avant qu'elle ne retrouve sa santé. Un nouveau miracle. En décembre 1921, Sarah décide de mettre fin à La Gloire. Le public n'y est plus, on doit enchaîner avec autre chose. Elle crée Régine Armand, une comédie dramatique de 4 actes. Elle jouera une actrice en fin de carrière. Elle n'apparaît pas aux premiers actes, ce qui lui donne plus de temps pour se préparer. Sarah décide de porter pour son entrée en scène au 2e acte son costume de Cléopâtre, costume qu'elle a porté 32 ans plus tôt. En 1922, c'est la dernière tournée à travers l'Europe. À 77 ans, parcourir le continent devient trop exigeant.
Elle joue en Belgique, en Italie, en Suisse, puis en Hollande. De retour en France, elle se rend à Belle-Île, une dernière fois. À son retour, elle prend la dure décision de vendre son paradis. Un paradis qu'elle a acheté en 1893 en ruine. En 1993, après une tournée dorée en Amérique, elle avait acheté ce coin de Bretagne qui était abandonné. Les restants d'un vieux fort. Un autre caprice de la plus grande star au monde, se disait Paris. Acheter un fort et en faire l'un des coins les plus charmants du pays, c'était impossible, selon plusieurs. C'est ce que Bernard avait pourtant fait. Sarah, assise à regarder l'eau et l'horizon, se souvient de sa première visite. C'était à la fin des années 1880, un véritable coup de foudre. Elle revoit Maurice, à peine 20 ans, marcher sur le bord de l'eau. Elle se revoit en train d'explorer les grottes et les ruines de cette île éloignée. Île où rien ne peut arriver. C'est ce calme, cette tranquillité, cet éloignement de la ville et de ses tourments qui avait charmé Sarah. Elle y avait fait construire une grande villa, une maison de quelques étages où elle passait ses étés. Tout près, une autre maison pour Maurice et sa famille, et une autre pour ses invités, ses amis qui lui sont si chers. Sarah avait installé son atelier de peinture et de sculpture. C'est à Belle-Île qu'elle a fait ses plus belles œuvres. Elle revoit ses femmes de compagnie, ses fidèles amis se déguiser en Sarah Bernard, puis saluer les touristes au loin. Convaincus qu'ils envoyaient la main à la plus grande star au monde, ils repartaient tout sourire. Des éclats de rire résonnent encore entre les murs. Amoureuse des animaux, elle y avait installé tout un zoo. Ses nombreux chiens, chats, lapins, lézards, léopards, guépards, alligators même, adoptés un peu partout à travers la planète. C'est dans ce cadre paradisiaque que son alligator avait dévoré vivant 2 de ses petits chiens devant des invités affolés. Une histoire que Sarah racontait les larmes aux yeux. Belle-Île, elle voulait y faire creuser son tombeau dans une grande roche. Malheureusement, le temps lui a manqué pour faire ce projet. Après 30 ans d'amour, de vacances reposantes et de beaux moments, elle décide de vendre son paradis. Moi, j'adore la mer et la plaine. Mais je n'aime pas les montagnes, ni les forêts. La montagne m'écrase, la forêt m'étouffe. Il me faut à tout prix de l'horizon à perte de vue et du ciel à perte de rêve. Je ne voulais pas regagner la ville tout de suite. J'avais besoin d'un peu de repos, d'un peu de Belle-Île. Oh, Belle-Île. Merci, ma Belle-Île. En décembre 1922, après la vente de Belle-Île, la santé de l'actrice décline brutalement. Les crises d'urémie sont de plus en plus violentes. Sa température frôle l'hypothermie trop souvent. Elle est prise de violentes fièvres, elle s'épuise à vouloir recommencer à travailler. Au début de l'année 1923, Sarah veut partir en tournée, mais elle est trop faible. Les médecins lui interdisent de quitter Paris. Maurice et ses petits-enfants réussissent à la convaincre de ne pas partir. Dans son appartement parisien, elle prépare son retour pour Pâques. Elle apprend le rôle de Cléopâtre dans Rodogune. Un rôle peu exigeant, elle apparaîtra que dans 2 actes sur 4. La mise en scène sera parfaite pour elle. Elle sera la plus belle Cléopâtre. À 78 ans, Sarah refuse de s'arrêter. Chaque jour, elle s'installe dans son bureau et lit ce qu'on lui propose. Elle aime les nouveaux auteurs, elle aime leurs audaces. En février 23, elle ouvre une longue enveloppe. Elle en sort un beau script. Sur la première page, il est écrit « La Voyante ». On lui propose un nouveau film. 6 ans après Mère française, on lui propose un rôle principal au cinéma. C'est une production américaine, à partir d'une idée de Sacha Guitry. Sarah le connaît bien. Elle dévore le scénario. Elle accepte. Sarah est enthousiaste. Même si elle n'a pas un grand amour pour le cinéma, au moins elle travaillera. On lui offre 10 000 francs par jour, une somme considérable. Léon Abrams, le producteur du film, se rend en France rencontrer son actrice principale. Sarah est victime de nouvelles crises d'urémie, mais elle se porte relativement bien.
Abrahams veut qu'elle fasse le voyage jusqu'aux États-Unis. C'est impossible pour la Française, ce serait trop difficile. Les scènes de Sarah doivent être tournées en France. L'Américain n'est pas d'accord. Le studio est presque près de l'autre côté de l'océan. Il explique à Maurice que tout sera fait pour que le transport soit le plus facile et agréable pour Sarah Bernard. Maurice prend l'Américain à part et lui explique que sa mère n'est pas dans une santé incroyable. Il ne veut pas qu'elle voyage aussi loin. Elle doit pouvoir se reposer chez elle. Le producteur américain accepte finalement de tourner les passages de Bernard à Paris. Mais où? L'actrice elle-même propose que les scènes soient tournées chez elle, directement dans son appartement parisien. Abrahams aime l'idée. Au milieu du mois de mars 1923, le matériel et l'équipe technique arrivent des États-Unis. Il s'installe chez Bernard. Assise dans un coin, elle regarde toutes ces personnes travailler et installer leurs lourdes machines à images. Elle se dit « Le théâtre, c'est quand même bien moins complexe. » Abrahams la regarde. Elle semble éteinte, malade et loin d'être en mesure de tourner. Les yeux mi-clos, elle somnole. Éblouie et dérangée par les éclairages intenses, Sarah demande à ce qu'on lui apporte ses verres fumés, puis se remet à somnoler. Il doute que l'actrice soit en mesure de performer. Léon Abrahams est inquiet. Maurice le rassure. Il lui fait un clin d'œil en disant « C'est Sarah Bernard ». Puis on l'aide à s'installer pour tourner sa première scène. Lorsqu'Abrahams crie « Action », il est stupéfait. Le visage de Sarah est méconnaissable. Elle s'est transformée. Il n'a jamais vu une telle intensité dans le regard. Sarah joue ses scènes comme aucune autre actrice est en mesure de le faire. Quel dommage que le son n'est pas encore inventé, se dit-il. Chaque mot que prononce l'actrice est sensationnel. Elle tourne quelques scènes, quelques minutes, avant de demander à tout le monde de partir pour qu'elle se repose. Le lendemain, on prend quelques clichés qui serviront à la promotion du film. Le 21 mars, Sarah ne se sent pas très bien. Maurice lui propose d'appeler Abrahams et d'annuler la journée de tournage, mais l'actrice refuse. Elle ne veut quand même pas retarder la production. Maurice se dit que le miracle se produira encore. L'équipe arrive, s'installe et action. Mais la magie n'opère pas. Bernard a de la misère à suivre. Elle est confuse, elle oublie ses lignes. Le moindre mouvement est un effort immense. Maurice tente de la convaincre d'arrêter. Elle ne va pas bien, elle ne peut pas continuer. Sarah s'entête, elle veut poursuivre. Une nouvelle scène est tournée et Sarah s'effondre. Elle se met à grelotter. Une nouvelle crise d'urémie violente vient de frapper. La grande tragédienne est à l'agonie. Elle eût voulu mourir au travail. Sarah Bernard a reçu cet après-midi l'extrême onction. Les derniers moments de Sarah Bernard ont été marqués par de terribles souffrances. Dans ses accès de délire, la divine tragédienne déclame des passages de Phèdre et de l'Aiglon. Sarah Bernard est morte hier soir, un peu avant 8 heures. L'illustre tragédienne rend le dernier soupir dans les bras de son fils Maurice. La grande tragédienne qui avait tant de fois mimé la mort avec une saisissante réalité sur les scènes mondiales a rendu le dernier soupir à 8 ans. Une perte irréparable pour la scène, une idole pour le peuple. Madame Sarah Bernard repose sur son lit couvert de fleurs de sa prédilection. Sa petite fille fut la première à déposer près de la morte un bouquet de lilas. De grosses chandelles brûlent à ses côtés et à ses pieds, et sur la petite table, on voit un crucifix et un bénitier. L'abbé Louty, ami intime depuis nombre d'années, a fait remarquer que la mort lui a redonné la beauté de sa jeunesse et que son visage réfléchit une pression de paix.
La mort de Sarah Bernhardt plonge dans la douleur la France entière. La disparition de cette grande artiste plonge toute la France dans le deuil, tout comme elle provoquera à l'étranger des regrets très vifs. Le corps de Sarah Bernhardt en chapelle ardente. On lui fera des funérailles d'État. La plus grande artiste de notre époque, celle à laquelle nous avions l'habitude de n'en comparer aucune autre, vient d'achever son existence rayonnante de gloire. Lorsque la mort de la plus grande actrice française est annoncée, tout s'arrête. Les théâtres de France cessent leurs représentations. Le rideau tombe sur des dizaines de représentations devant des spectateurs confus. Les directeurs s'avancent sur la scène et déclarent « Mesdames, Messieurs, nous venons d'apprendre la mort de Madame Sarah Bernhardt. Le spectacle ne peut continuer. » Les salles sont stupéfaites. La reine du théâtre vient de s'éteindre. Elle semblait immortelle. Elle l'est devenue. Le théâtre Sarah Bernhardt, son théâtre, est enveloppé dans des draps noirs. Sa loge est recouverte d'un épais voile noir. Paris arrête de vivre. C'est toute la ville, tout le pays qui est en deuil. Le gouvernement français déclare un jour de deuil national. À la fin du mois de mars ont lieu des funérailles nationales à l'église de Saint-François de Sales. C'est la première fois qu'une femme reçoit cet honneur. Le temps est sublime, le soleil caresse la foule endeuillée. Un peu moins de 100 000 Français y assistent. Les rues de Paris sont envahies par la foule qui pleure la mort de la plus grande star internationale. À la sortie de l'église, Maurice, en pleurs, mène le cortège funèbre jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. La calèche dans laquelle le cercueil se trouve est enterrée de fleurs. Des dizaines de calèches la suivent, elles aussi, sous les bouquets immenses. Sarah Bernhardt est acclamée une dernière fois par la foule jusqu'au lieu de son dernier repos. La presse écrit « Sarah Bernhardt, accompagnée par 100 000 personnes jusqu'au Père-Lachaise ». 100 ans après la mort de Sarah Bernhardt, on continue à parler d'elle. Aujourd'hui, elle est une légende, un mythe du théâtre. Elle est la première star mondiale, la première à créer des émeutes partout où elle se trouvait. Aucune célébrité de son époque peut se vanter d'avoir eu une carrière aussi longue et glorieuse. Aucune célébrité de son temps a été photographiée, immortalisée à jamais comme l'a été la française. Aucune célébrité n'a aimé son art comme l'a fait passionnément Sarah Bernhardt. Le paradis de Belle-Île est aujourd'hui un souvenir. Seul le fort a survécu aux bombardements allemands de la Seconde Guerre mondiale. Ses œuvres sont exposées partout à travers le monde. Sa voix, immortalisée sur quelques enregistrements, est parvenue jusqu'à nous comme une preuve de son intensité. Le dernier de ces enregistrements, La prière pour les ennemis, en 1918, nous montre sa passion de la France, une passion égale à celle du théâtre. Ces courts-métrages sont un témoignage, mince témoignage de sa présence scénique. Mère française nous donne un aperçu de ce qu'était Sarah Bernhardt. Une étoile lui est dédiée à Hollywood sur le célèbre Walk of Fame. Aujourd'hui, à notre connaissance, aucune scène tournée de la voyante existe. Ultime effort de l'actrice. La légende de Sarah Bernhardt persiste et persistera. Elle fut, quand même, Sarah Bernhardt. Merci à Eva Saïda d'avoir interprété si brillamment Sarah Bernhardt. Merci aussi à Christallène Eugène d'avoir interprété l'archevêque Paul Bruchesi. Et merci à vous d'avoir écouté quand même Sarah Bernhardt.